Donc on va parler de la jeunesse du film, on va parler bien sûr, on vous l'a évoqué ce matin, de l'esthétique expressionniste et de son influence sur le film de James Whale, et puis on essaiera d'aborder deux séquences du film et aussi de parler de l'adaptation, bien sûr, et enfin on parlera des différentes adaptations, mais là ce sera vraiment, si j'ai le temps, un dernier volet. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est beaucoup d'histoire du cinéma cet après-midi, et on doit donc se plonger en 1929. On est en 1929, et Universal, qui est donc l'une des grosses sociétés de production de films, change de directeur. C'est Carl Laemmle Jr. qui prend la tête de Universal qui a été créé en 1912 par son père. Et ce qu'il a l'intention de faire, eh bien, c'est de changer un petit peu la ligne directrice de production. Et d'autant plus que Universal, à cette époque, eh bien, a des soucis financiers, comme à peu près toutes les sociétés de production, mais pas seulement aux États-Unis. C'est le cas aussi en France, mais aux États-Unis, je vous rappelle qu'on est en 29 et qu'il y a un krach boursier, et que évidemment, ça a des conséquences sur le cinéma, bien entendu. Alors, la première grande idée de Carl Jr., eh bien, ça va être de faire des adaptations, enfin de tester une adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire fantastique, gothique classique. Et ce qu'il va donc prendre, c'est le Dracula de Bram Stoker. Alors, ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y a pas eu, bien entendu, de films fantastiques dans le cinéma américain ou le cinéma européen, mais il y en a très peu. Ça reste confidentiel d'une certaine manière. Alors, si on cherche un petit peu, en Europe, par exemple, en France, eh bien, on va dire que dans les années 20, il y a La chute de la maison Usher de Epstein, qui est à mon avis le seul film fantastique de la décennie. Et puis bien sûr, en 22, en Allemagne, vous avez l'incontournable Nosferatu de Murnau, mais ça, Murnau, on va y revenir. Aux États-Unis, il y a quand même quelques tentatives sur Frankenstein, puisque la version que vous avez vue, c'est la 4e adaptation cinématographique de Frankenstein. Mais il y a eu un court-métrage et puis deux adaptations américaines. Il y en a même une, la 3e, c'est en Italie. Et puis il y a un film qui a un petit peu plus de succès, c'est une adaptation du Fantôme de l'Opéra. Et j'en parle tout simplement parce que l'acteur principal, c'est Lon Chaney. Lon Chaney, on l'appelait l'homme aux 1000 visages. Et il y a un moment dans le film où, bien sûr, il doit retirer son masque. Et on avait tellement peur de la réaction des spectateurs, on imaginait même qu'il y aurait des évanouissements. Donc les placeuses dans les salles de cinéma avaient des selles pour réanimer les gens. Ça justifie en partie le prologue que vous avez dans Frankenstein, où on vous dit, attention, vous allez voir un film terrible, etc. Alors Universal lance Dracula, c'est bien sûr le Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi, et c'est un immense succès. Alors c'est Bela Lugosi parce que on pensait évidemment à Lon Chaney pour l'interpréter, le comte, sauf que Lon Chaney meurt juste avant la production du film. C'est un immense succès. À partir de là, évidemment, Carl Jr., qui a des soucis financiers, veut exploiter le filon, et très vite. Donc il lance immédiatement une nouvelle adaptation. Et il a une chance absolue, parce que son idée, c'est Frankenstein. Le problème, c'est que le film est l'adaptation à la fois du roman, mais également de l'adaptation théâtrale qui se joue à Broadway. Seulement, si vous voulez utiliser l'adaptation théâtrale, il vous faut les droits. Et c'est encore le krach de 29 qui va aider, cette fois-ci, Carl Jr., en fait, celui qui détient les droits de la pièce, évidemment a fait faillite, et il va se débarrasser des droits de la pièce, il va les vendre, Universal va les récupérer, et on va donc pouvoir se jeter dans une adaptation de Frankenstein. Et l'adaptation est confiée à Robert Florey. Robert Florey, on ne le connaît pas trop, c'est un cinéaste qui a surtout fait des films avec les Marx Brothers à ce moment-là. Florey fait vraiment un gros travail de pré-production, il va engager un directeur de la photo, on reviendra sur lui tout à l'heure, et il choisit pour jouer la créature Bela Lugosi. Bela Lugosi, évidemment, qui sort d'un succès phénoménal, qui est en contrat avec Universal, bien évidemment, et parce qu'il y a, n'oubliez pas que à cette époque, metteurs en scène comme acteurs sont sous contrat et ils ne peuvent pas passer comme ça d'une maison de production à une autre. Il faut bien sûr dans ce cas-là des accords.
Il y a eu un gros souci à la fin des années 30 pour, par exemple, l'adaptation de Autant n'emporte le vent, puisque, évidemment, la production n'avait pas sous contrat Clark Gable, qui avait gagné le référendum qui avait été organisé à l'époque. Donc, Florey commence le travail, il fait même des essais, des bouts d'essais, il tourne quelques séquences. Le problème, c'est que Bela Lugosi est un petit peu irrité. Il est irrité pour deux raisons. Un, le rôle est muet. Deux, il n'est absolument pas satisfait, on va dire, de la lourdeur du costume. Il fait 30 kilos, le costume de la créature. Et puis surtout, on ne le reconnaît pas. Avec ce maquillage, il a l'impression de disparaître. Or, il veut, lui, profiter du succès qu'il a sur Dracula. Or là, personne, évidemment, ne va le reconnaître. Donc, il abandonne le projet. Abandonnant le projet, Florey se trouve évidemment embarrassé, mais comme vous avez derrière Carl Jr. qui veut absolument que ça aille vite, eh bien, tout simplement, il lui retire le projet et il le confie à quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, c'est James Whale. James Whale qui, à cette époque-là, est connu parce qu'il a fait quelques petits films qui ont été quand même remarqués. Il a même été engagé par John Hughes, Howard Hughes, le célèbre, le richissime Howard Hughes, qui va l'engager pour l'aider à faire Les Anges de l'Enfer. En réalité, c'est quasiment James Whale qui a fait le film. Immédiatement, Carl Jr. le prend sous contrat et lui confie, tout simplement, le travail sur Frankenstein. Florey, lui, se retrouve sans film. Résultat, eh bien, on va lui proposer, Carl Jr. lui dit, tiens, double assassinat dans la rue Morgue, Edgar Poe, allez hop, tu me fais un film avec ça. Résultat, il y avait un autre réalisateur qui s'appelait George Melford, qui lui se voit dépossédé de double assassinat dans la rue Morgue. C'est comme ça un jeu de chaises musicales hallucinant, mais ça va avoir d'une certaine manière des répercussions à chaque fois sur ce que deviennent les films. Alors on va voir quelques secondes d'un film pour commencer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je parlerai sur les films, sinon ça va être beaucoup trop long, et de toute façon, Frankenstein, vous l'avez vu. Là, je vais vous montrer quelques secondes d'un film. Alors, on fait une pause. Regardez bien, vous avez un personnage ici qui est avec tout un tas de fioles, qui a l'air de faire des expériences. Il s'appelle le Docteur Miracle. On avance. Her blood is perfect. On va s'arrêter ici. Alors là, vous avez une magnifique ombre portée. On y reviendra car je vous dirai qui, évidemment, a fait la photo de ce film. En fait, ça, c'est Double assassinat dans la rue Morgue de Robert Florey. Mais si vous connaissez l'œuvre d'Edgar Poe, il n'y a pas de docteur miracle, il n'y a pas de jeune femme dont le sang va être analysé et avec qui, évidemment, on va vouloir faire des expériences. On va s'arrêter là pour celui-ci. Et donc, en fait, vous vous apercevez que qu'est-ce qui s'est passé ? Robert Florey, on peut couper le... Robert Florey, il s'est dit, tout de même, j'ai travaillé pendant des semaines sur l'adaptation de Frankenstein, c'est quand même pas pour rien. Résultat, vous avez une espèce de perversion des adaptations, puisque du fait des contrats et du pouvoir des producteurs, eh bien évidemment, on se trouve très vite dépossédé d'un projet et on le répercute sur le suivant. Et c'est Lugosi qui joue le docteur Miracle dans ce film. Oui. Il faut que je le remonte là, comme ça ? Ah d'accord. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc voilà un exemple de ce qui peut se passer dans les adaptations. Et parfois on est surpris en regardant certains films, évidemment, qui sont des adaptations, en se disant mais d'où vient cette partie du film alors que ce n'est absolument pas dans l'œuvre littéraire de départ. Bien parfois il faut creuser, essayer de comprendre comment, évidemment, les réalisateurs sont arrivés sur les projets. Alors, le film, Whale va bien sûr le faire, ça va être un immense succès, il a raison de le faire. Le film a coûté 300 000 $, il rapporte 12 millions de dollars. Donc, c'est véritablement la preuve qu'il y a un public, un engouement pour le cinéma fantastique. Résultat, pendant presque 3 ans, il va y avoir toute une série de films fantastiques qui vont être produits. Et là, vous allez avoir Le Loup-garou de Londres, vous allez avoir L'Homme invisible, réalisé bien sûr par James Whale, vous allez avoir bien sûr, vous allez avoir le chef-d'œuvre de Todd Browning qui est Freaks, évidemment. Vous allez avoir King Kong, la première version bien sûr de King Kong. Vous allez même avoir un film qui va s'appeler White Zombie.
Le problème, c'est que tous ces films vont aller de plus en plus loin dans ce qu'ils vont montrer. Et bien sûr, la commission de censure va commencer à s'y intéresser de près. Et c'est là où on va trouver ce fameux code ACE dont vous a parlé l'intervenant mardi après-midi, quand il parlait de la comédie musicale. Le code ACE est un code moral de censure. Et il est mis en place en 1934. Et à partir de là, bien entendu, le cinéma américain ne va plus pouvoir faire ce qu'il veut. Il va être régi par un code extrêmement strict. Voilà pour la jeunesse du film. Alors ce matin, on vous a dit qu'il y avait dans le film, et que c'était peut-être étonnant parce qu'il n'y avait pas de techniciens ou de professionnels européens dans le générique de Frankenstein. Et pourtant, il est absolument évident que ce film est un film expressionniste. Alors il va falloir donc que je fasse un petit retour en arrière et que je vous explique un petit peu pourquoi, parce qu'en fait, c'est quand même assez clair les raisons. Alors l'expressionnisme cinématographique allemand, qu'on peut appeler plus rapidement le caligarisme. Pourquoi le caligarisme ? Eh bien, tout simplement parce que le film de référence, c'est Le cabinet du docteur Caligari, de Robert Vineux, qui date de 1919. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons sur le sol américain, à partir du milieu des années 20, énormément de réalisateurs et de techniciens allemands qui arrivent. Il y a deux vagues, et deux vagues pour deux raisons différentes. La première raison, c'est que le cinéma américain invite des réalisateurs et des techniciens. Ils les invitent tout simplement parce qu'ils sont impressionnés par la qualité du travail. Et évidemment, ils veulent utiliser ce savoir cinématographique pour les films américains. En fait, c'est plus vicieux que ça, dans la mesure où il y a une stratégie commerciale. La stratégie commerciale, elle est simple. C'est l'époque où le cinéma américain veut envahir l'espace européen, l'espace cinématographique. Résultat, le meilleur moyen pour réussir à passer ces films en Allemagne, c'est d'appauvrir le cinéma local. Et vous appauvrissez facilement le cinéma local en faisant venir tous ces plus grands réalisateurs aux États-Unis. Résultat, vous enverrez en Allemagne des films américains faits par des réalisateurs allemands. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tous ceux qui arrivent, je vais citer les plus importants. Le plus important, c'est bien sûr Murnau. Murnau, qui en 1924 a signé en Allemagne deux des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Le premier, c'est bien sûr Nosferatu. Il appelle ce film Nosferatu parce qu'il ne met pas au générique d'après un roman de Bram Stoker. Murnau considère que l'adaptation qu'il a faite est tellement éloignée du roman qu'il n'a pas à préciser qu'il l'adapte. Ça lui vaudra un joli procès par les ayants droit de Bram Stoker que, bien sûr, il va perdre. Et en 1924, c'est le chef-d'œuvre absolu sur le sol allemand, c'est Le Dernier des Hommes, qui est un film absolument sublime. Et juste après, Murnau arrive aux États-Unis. Et les Américains, évidemment, vont avoir raison, parce que là, on lui donne pratiquement un budget illimité. Illimité. Il a carte blanche, ce qu'aura aussi, par exemple, Orson Welles, quand il fera Citizen Kane, ce sera la dernière fois qu'il aura carte blanche. Et Murnau signe un film époustouflant, à tel point que tous les professionnels du cinéma américain sont plus qu'impressionnés. C'est-à-dire qu'il y a une virtuosité dans la mise en scène, dans le montage, notamment dans une scène de tramway, et dans une séquence finale. Il y a des trucages, il y a des plans. Les professionnels américains ne savent pas comment il a fait. C'est vraiment tout à fait étonnant. Alors ce film, c'est Truffaut disait, c'est le plus beau film de l'histoire du cinéma. Alors ça s'appelle L'Aurore. Sunrise, je vous le conseille, c'est le chef-d'œuvre absolu, et là on est en 1927. Le deuxième grand cinéaste allemand qui va arriver, c'est Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch, qui est invité, bien sûr, et qui va faire très vite des films en Allemagne, et aux États-Unis, pardon, et notamment un film avec Mary Pickford, qui est une grande actrice des années 10 et 20 aux États-Unis. La deuxième raison, c'est tout simplement la montée du nazisme en Allemagne. Et donc là, vous avez, bien sûr, tout un tas de techniciens et de réalisateurs qui vont quitter l'Allemagne, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons de survie.
car énormément de techniciens de Neubabelberg, où se tournent à Berlin les films allemands, sont des juifs allemands ou des juifs polonais. Donc, bien sûr, ils quittent l'Allemagne. Alors, le plus grand, c'est bien sûr Fritz Lang. Fritz Lang qui, lui, va arriver un tout petit peu plus tard, juste après tout début des années 30, après, bien sûr, avoir fait M. le Maudit, qui est quand même un des grands films faits en Allemagne. En fait, Fritz Lang raconte dans ses mémoires que Goebbels le convoque, Goebbels, ministre de la propagande, et Goebbels lui propose de prendre la direction du cinéma allemand. Lang dit même, alors ça, tous les biographes disent qu'il ment comme un arracheur de dents, mais Lang aurait répondu, c'est lui qui le dit, mais je suis moi-même un petit peu juif, et Goebbels lui dit, et juif qui je veux. Toujours est-il que Lang demande un délai de réflexion. En fait, il va à la gare de Berlin, il prend le premier train pour Paris, il reste un tout petit peu à Paris, le temps de faire un film, s'appelle Lilium, et ensuite il part aux États-Unis, et là, il va devenir le plus grand cinéaste de film noir américain. Il y a même une référence aussi, on peut trouver un lien avec Frankenstein, puisque l'un de ses grands films, bien sûr, a une scène de lynchage, un film avec Spencer Tracy. Ensuite, évidemment, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les techniciens. Parce que, bien sûr, ce caligarisme, il est aussi dû à une espèce de symbiose entre tous les pôles du cinéma. C'est-à-dire, il faut que travaille, mais de manière absolument parfaite et en osmose totale, le réalisateur, le décorateur, le chef-ops. Et c'est quasiment un cas exceptionnel. Deux grands noms, parce que je ne peux pas en citer 15 000. Karl Freund. Karl Freund, c'est le chef-ops de Murnau. C'est lui qui a fait la photo du Dernier des Hommes. Et on dit de lui qu'il a une caméra déchaînée. Pourquoi déchaînée? Parce en gros, il invente la Steadicam 50 ans avant. Il a imaginé tout un système de harnais qui permet de se balader avec la caméra alors qu'elle pèse des dizaines de kilos. Et ça va évidemment donner du mouvement à ce film. Ça va être absolument exceptionnel. Freund arrive évidemment aux États-Unis et immédiatement on lui demande de prendre la direction d'une séquence et il va tourner la séquence finale de À l'Ouest, rien de nouveau, de Lewis Milestone. Et le chef-ops qui travaille sur le film va être sidéré par le savoir-faire de Karl Freund. Le deuxième grand nom, c'est Eugène Schuftan. On a parlé de lui en parlant de l'effet Schuftan. Alors Schuftan, il a inventé un jeu de miroir. C'est assez drôle quand j'ai entendu parler de jeu de miroir avant-hier sur la comédie musicale. Mais lui, en fait, il a inventé un jeu de miroir qui permet de surdimensionner les maquettes de façon, bien sûr, à les ajouter à des décors et à les rendre encore plus impressionnants. Alors, Schuftan, il est le chef-ops de quel film? Metropolis, bien évidemment. Et donc, vous imaginez, évidemment, quand on voit Metropolis en 27, l'intérêt que ces gens-là vont susciter pour le cinéma américain. Schuftan, lui, il ne va pas venir aux États-Unis tout de suite, il va d'abord aller en France, dans un premier temps, aussi pour fuir le nazisme. Et quand il arrive en France, il va travailler pas avec n'importe qui, il va travailler avec Marcel Carné, et c'est lui qui fait la photo, par exemple, de Drôle de drame. Le célèbre, vous avez dit bizarre. Eh bien, c'est Schuftan qui fait la photo de ce film. Donc, vous voyez qu'il y a bien une logique, il y a des raisons pour lesquelles, évidemment, on va trouver du caligarisme. J'ajouterai un dernier élément. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas faire du caligarisme aux États-Unis? La logique, elle est géoclimatique. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Hollywood, en Californie, et vous avez un soleil qui est généreux, extrêmement généreux. Or, au cinéma, ce qui coûte le plus cher, c'est la lumière. Donc vous tournez évidemment en décor naturel et vous exploitez, ou même quand vous faites des décors, vous avez quand même le toit qui s'ouvre et vous bénéficiez d'une lumière. Quand vous êtes à Potsdam, à Neubabelberg, à côté de Berlin, la lumière, vous pouvez toujours la chercher. Vous êtes dans le brouillard. Donc vous partez du studio et donc vous partez du noir. Et à partir du noir, vous allez créer la lumière. Et c'est aussi une des raisons qui explique le caligarisme. Résultat, l'une des clés du caligarisme, c'est bien sûr le noir. On part de l'obscurité. Alors, on va voir 3 extraits qui vont s'enchaîner de ce qu'est le caligarisme. Alors, je ne vais pas évidemment développer, ce serait très très long. Je vous donne juste une petite référence bibliographique. Si vous voulez vous intéresser
à ce genre essentiel dans l'histoire du cinéma. Je vous cite un livre, ça s'appelle « De Caligari à Hitler ». C'est un livre de Siegfried Kracauer et c'est vraiment la référence absolue dans l'analyse du cinéma allemand depuis ses origines jusque dans les années 50. C'est vraiment essentiel. Alors, 3 extraits. Voilà, le cabinet du docteur Caligari. Alors, eh bien, écoutez, il suffit de regarder tout ce qu'on y voit, parce que qu'est-ce qu'on va... Édition spéciale, foire de Holstenwall. Attractions les plus diverses. Voilà. Alors, à partir de là, on va essayer de caractériser l'expressionnisme. On va mettre la planche. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va caractériser, d'une certaine manière, l'expressionnisme? Eh bien, vous le voyez, décor, lumière, obliquité et monstre. Décors, bien sûr, des décors qui vont être surdimensionnés, qui vont être omniprésents, je dirais même omnipotents. Véritablement, c'est la clé. C'est-à-dire, quand vous sortez d'un film comme Le cabinet du docteur Caligari, vous avez vu les décors. C'est-à-dire que le décor est presque plus important que le reste. C'est assez hallucinant. Et tout ce qui va être important, bien sûr, ça va être le choix des lignes. En fait, qu'est-ce que c'est le caligarisme? C'est la rupture absolue avec l'horizontalité. Donc, on va privilégier 2 choses. L'obliquité, c'est la rupture du cadre, absolue. Et quand vous voyez, par exemple, des films français des années 30, par exemple, la version de Raymond Bernard des Misérables, c'est un film dont le chef-op est un chef-op qui vient de l'expressionnisme allemand. Et vous avez en permanence des ruptures de cadre dans la version des Misérables. Donc, l'obliquité, elle va être absolument essentiel. Et la deuxième ligne, c'est bien sûr la verticalité qui va donner, bien sûr, des décors gigantesques, surdimensionnés. On peut avancer un petit peu. Donc là, vous avez 2 plans du cabinet du docteur Caligari. Deuxième chose, bien sûr, faut remonter un peu, bien sûr, le jeu sur l'ombre et la lumière. Dans le cinéma expressionniste, c'est l'ombre qui est importante. Je me rappelle avoir montré il y a quelques années, quand j'avais fait une intervention sur Dracula, que dans la version de Coppola, c'est l'ombre de Dracula qui agit, et non pas le personnage joué par Gary Oldman. Et là, eh bien, vous avez bien sûr 2 éléments clés. L'ombre de Maastricht jouant Nosferatu, en fait, on ne voit pas l'acteur, on ne voit pas le personnage, on ne voit que son ombre qui monte les escaliers. Et puis, il y a toujours un jeu sur le visage, et vous l'avez bien sûr dans Frankenstein, c'est-à-dire moitié ombre, moitié lumière. On peut remonter un petit peu. Non, descendre, pardon, excuse-moi. Et puis, dernier élément, voilà, ombre et lumière et gigantisme dans les 3 lumières de Fritz Lang. Alors, tout ça va s'imposer, très clairement. Bien sûr, il y aura toujours des savants fous. Alors, ce caligarisme, quand même 2 mots, parce que ce que dit Kracauer, et ça va d'une certaine manière être une clé, là aussi, pour expliquer pourquoi on s'en empare dans le fantastique. Kracauer explique que ces auteurs caligaristes avaient une représentation chaotique d'un monde à venir. Ce qu'il explique dans son livre, c'est que le docteur Caligari, le docteur Mabuse de Fritz Lang, bien évidemment Nosferatu, et encore plus dans Nosferatu, les plans, vous voyez des rats qui arrivent de manière massive, eh bien c'est la préfiguration de la figure d'Adolf Hitler, et bien sûr de la montée très claire du nazisme. Alors ce qu'il disait Kracauer, c'est que les cinéastes représentaient une époque qui n'était pas encore là, mais qu'ils ressentaient, qu'ils sentaient. Voilà ce que dit Kracauer. Et cette vision chaotique, eh bien sûr, elle va avoir son intérêt dans un film fantastique où l'objectif, bien sûr, eh bien, c'est de déstabiliser l'ordre établi, et notamment l'ordre moral. Donc ça va parfaitement être collé avec ce que veut faire Well dans Frankenstein. Voilà, j'en dis pas plus sur le caligarisme parce qu'il reste 1 heure et on en est vraiment, on a encore 15 000 choses à dire.
Alors, maintenant, je vais vous montrer que... on va d'abord passer des extraits, on remettra ça après, excuse-moi. Je vais vous montrer, bien sûr, que cet expressionnisme, eh bien, il a perduré dans le cinéma américain. Donc, je vais vous montrer quelques extraits, et non pas de Frankenstein, mais vous allez voir qu'il y a un lien très clair avec. Alors, j'aurais évidemment pu prendre celui qui, par excellence, est un cinéaste expressionniste, c'est Tim Burton. Si je voulais faire un raccourci, Krakauer a appelé son livre de Caligari à Hitler, je pourrais très bien appeler un travail de Frankenstein à Frankenweenie, et ça serait absolument évident. Le film le plus expressionniste de Tim Burton, c'est très clairement Batman. Si vous regardez Batman, tout dans Batman relève de l'expressionnisme. L'ultra-verticalité, les plongées, les contre-plongées. Alors, c'est pas un film en noir et blanc, mais il va travailler sur la couleur de façon à retrouver tous les effets d'ombre et de lumière. Et vous pouvez en citer d'autres, Sweeney Todd, évidemment Sleepy Hollow. Tous les films de Burton, bien entendu, sont imprégnés d'expressionnisme. Mais moi, j'ai voulu vous en choisir deux autres. Alors, on va présenter cet extrait et ensuite les deux derniers du montage. Alors, on va faire une pause. Est-ce que vous... C'est mon film de chevet, je peux vous le raconter plan par plan. Je vous le laisse voir, c'est La Nuit du chasseur de Charles Laughton. And before long, the bad men came back and... Donc ça, c'est le premier extrait. On va en voir deux autres de La Nuit du chasseur. Mais comme il est monté, je vous laisse regarder cet extrait. Je vous dis pas ce que c'est. Si vous regardez ça, vous avez l'impression que vous êtes face à Nosferatu, quasiment même. Vous voyez, les oreilles ont été travaillées pour rappeler celles de Mashrek. On peut l'arrêter là et aller chercher les deux autres. Alors, ce film, qu'est-ce que c'est? C'est un Woody Allen. Ça s'appelle Ombre et Lumière. Et donc, vous voyez, dans le titre, vous avez en fait toute l'explication. En fait, ce film de Woody Allen, alors évidemment qu'il y a des années-lumière de tout ce que Woody Allen a fait en dehors de ce film-là, eh bien, c'est un hommage, bien sûr, au cinéma fantastique américain et, bien sûr, par conséquent, à l'expressionnisme. Deux autres extraits de La Nuit du chasseur. Et on fera un arrêt à un moment donné. Alors là, on se retrouve, regardez, nous sommes dans la chambre, et en fait, le jeu va consister, avec les lignes obliques et avec l'ombre et la lumière, à transformer la chambre en une espèce de sanctuaire, d'église. Et là, eh bien, évidemment, il va y avoir, il va falloir expier ses péchés. Regardez, ça, vous pourriez parfaitement le trouver dans le cinéma allemand des années 20. Et maintenant, regardez bien, on va s'arrêter quand je le dis, attention. Stop! Eh bien ça, c'est Frankenstein. Ça, si vous regardez bien, en plus, là, c'est monté au ralenti, les mains en avant et la position est telle qu'il est habillé. Il est clair qu'ici, Charles Laughton fait une référence, on peut le lancer, regardez. Vous voyez, et il ne marche pas vite. La démarche qu'adopte, on s'arrête là, la démarche qu'adopte ici Robert Mitchum, eh bien, elle est évidemment voulue pour donner l'impression, évidemment, que c'est les mouvements de Frankenstein dans le film de James Whale. Donc c'est absolument, enfin moi ça me paraît tout à fait évident ici. Donc vous voyez que c'est très facile d'aller chercher dans le cinéma américain tout le référentiel du caligarisme. Alors maintenant la question c'est, puisqu'on vous l'a dit ce matin, voilà, il n'y a pas de technicien effectivement
allemand sur le film de Well. C'est là où on va remettre la petite, celle-ci. Alors j'ai trois éléments à vous montrer, à vous dire, un à vous montrer. Voilà, regardez. Le premier c'est Frankenstein, le deuxième c'est le cabinet du docteur Caligari. Alors, je pense que c'est clair. Vous avez exactement le même plan, avec la même position, c'est un peu plus bas, la même position de la bête, la même position, enfin, la présence de la mariée, les voilages dont on parlait il y a 2 jours, bien entendu, la fenêtre est derrière. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus caligariste dans la version de Robert Vineux, mais voilà. Donc, la première raison, elle est claire. James Whale, il a vu ça, c'est absolument flagrant ici, il a vu ces films-là. C'est une évidence. Alors, c'était quand même tout à fait possible aux États-Unis, bien sûr, de voir ces films. D'abord, si on a invité les réalisateurs allemands, c'est parce que quand même on connaissait leur cinéma. Et par ailleurs, je vous ai parlé du livre de Krakauer. Krakauer n'a pas écrit son livre en Allemagne, puisque lui aussi, il est obligé de s'exiler. Il va aux États-Unis. Et en fait, c'est au MoMA de New York, où à l'époque, déjà, il y a une énorme cinémathèque sur le cinéma allemand, qu'il va revoir tous les films qu'il avait vus en Allemagne. Les 2 autres raisons, eh bien, tout d'abord, c'est Robert Florey. On revient à Robert Florey. Robert Florey, je vous l'ai dit, il a fait des scènes avec Bela Lugosi. Et en réalité, qui est le directeur de la photo de Robert Florey? C'est Karl Freund. Or, bien sûr, Karl Freund, c'est le chef-ops de Murnau, mais aussi de Lang. Et l'ombre portée que vous avez vue tout à l'heure sur Double assassinat dans la rue Morgue, c'est Karl Freund, car Karl Freund va bien sûr signer la photo de Double assassinat dans la rue Morgue, qui est alors un film mais plus caligariste que ne l'est par exemple le film de Fritz Lang. Et on imagine bien que Well a visionné le travail de Robert Florey, enfin on peut le penser. Et la troisième raison, eh bien la troisième raison, c'est que le chef-ops de Frankenstein, c'est Arthur Edison. Or, Arthur Edison, c'est le chef-ops de À l'Ouest, rien de nouveau. Or, c'est sur À l'Ouest, rien de nouveau que Karl Freund va être imposé pour faire la séquence finale. Et Edison va être impressionné, évidemment, par ce que va faire sur la séquence finale de ce film Karl Freund. Donc vous vous retrouvez avec un cinéaste qui connaît ce cinéma et un chef-ops qui a évidemment mis son empreinte d'une certaine manière dans la réalisation de l'adaptation. Voilà. J'espère que ça vous convainc. À partir de là, la question c'est qu'est-ce qu'il y a de caligariste dans Frankenstein, évidemment. Alors on peut remonter un petit peu là, ici bien entendu. En fait, il y a tout. Alors, où est-ce que ça se trouve dans le film? Alors là, c'est très clair. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu évoqué ce matin. Évidemment, d'abord dans les décors. La tour. Alors, la tour, c'est extraordinaire. Son gigantisme est évident. Il y a un plan, évidemment, tout à fait étonnant. J'espère que vous l'avez remarqué mardi soir. C'est lorsque on est au pied de la tour, que vous avez le docteur Frankenstein qui se trouve à la fenêtre, vous avez une monumentale contre-plongée, et là, bien sûr, vous avez le gigantisme de la tour. C'est bien sûr à interpréter comme une métaphore de la tour de Babel, car n'oubliez pas que le docteur Frankenstein bien sûr, se mesure à Dieu. Et donc, évidemment, là, il y a une référence évidente. Bien sûr, à l'intérieur de la tour, tout est gigantesque, et toutes les pièces sont avec des fenêtres avec une rupture de l'horizontalité, de l'obliquité partout, des profondeurs qui vont amener des espèces presque, par moments ça peut presque être kaléidoscopique et ça renvoie à l'effet du générique de départ. Vous avez ensuite les choix, ça commence au cimetière, et dans le cimetière, si vous avez bien regardé le premier plan, la grille elle est penchée. Toutes les croix aussi sont penchées, les croix ne sont pas droites dans le cimetière. Le moulin qu'il va choisir pour la scène finale va devenir l'emblème du cinéma fantastique, et celui qui l'a le plus exploité, c'est bien sûr Tim Burton, et notamment dans la séquence finale de Sleepy Hollow, par exemple. Donc, dans toute la partie où le docteur Frankenstein travaille, vous êtes
absolument dans le caligarisme. Alors, où est-ce que l'on n'a pas de caligarisme? C'est très clair, c'est dans la séquence avec la petite fille, qui est la séquence la plus lumineuse, bien sûr, du film, dans la séquence avec les villageois, que je trouve personnellement un petit peu longue, on aurait pu la raccourcir, et puis, évidemment, chez le baron. Chez le baron, évidemment, vous avez des lignes verticales, mais tout est parfaitement horizontal, bien sûr. Ici, chez le baron, c'est la sécurité absolue. On est dans un cadre, évidemment, qui est solide. On est, bien sûr, c'est la stabilité de la société. La société repose là-dessus. Sauf que, si vous avez regardé, eh bien, effectivement, il va y avoir des perturbations. Alors, chez le baron, c'est tout simplement à la fin, quand la créature, entre guillemets, arrive. Et là, eh bien, d'un seul coup, vous n'avez plus ce respect de l'horizontalité et de la verticalité. Ça se voit par exemple dans les objets. Par exemple, les cadres ne sont plus, les cadres sont obliques, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus droits. Alors évidemment, il faut bien regarder, mais vous avez tout un tas d'objets qui perdent leur horizontalité. Vous avez des effets d'ombre et de lumière qui vont créer des lignes obliques dans la scène où ils sont dans les escaliers, où ils sont dans le grenier, etc. Donc, l'arrivée, bien entendu, de la création du docteur Frankenstein, eh bien, va déstabiliser l'ordre établi, et on le retrouve par l'arrivée de l'esthétique caligariste dans, évidemment, le décor du film. Et puis, il y a un deuxième endroit, c'est quand ils sont à l'université. Là aussi, quand vous avez l'explication du professeur, là, vous êtes dans des lignes extrêmement horizontales. Vous avez un plan où on voit tous les élèves sortir, et là, il n'y a pas plus stable. Sauf que quand Fritz, lui, arrive pour voler le cerveau, eh bien, d'un seul coup, vous allez avoir d'immenses ombres portées qui vont apparaître et qui, évidemment, montrent bien que le diabolique, puisque, si on veut, arrive, évidemment, que l'aspect rigoureux scientifique, évidemment, va lui aussi être déstabilisé. Je pense qu'on va avancer. Malheureusement, on ne montrera pas d'extrait de cette partie-là. Et on va aller sur la séquence... on va avancer un peu, si tu peux, par plage. Oui. Voilà, un peu plus loin. Voilà, celle avec la... Non, c'est plus loin. Non, pas celle-ci, non, avant. Voilà, celle-là. Alors, on va faire maintenant une analyse de séquence, parce que ce que je voulais vous montrer, stop là, on s'arrête là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez peut-être trouvé que c'est un petit peu vieillot, c'est peut-être un peu daté, je ne sais pas, je ne connais pas votre ressenti sur le film, mais il y a un vrai travail de mise en scène de la part de Well dans le film. Alors, avant d'étudier vraiment la séquence charnière, on va regarder justement une séquence qui n'est pas une séquence caligariste. Est-ce que vous vous souvenez, je l'ai fait exprès de le caler là, du plan qui précède la domestique? Personne? Le plan qui précède, c'est un gros plan du docteur Frankenstein dans un cadre. C'est assez surprenant parce que, d'un seul coup, pouf, le voici qui arrive. On lance et on fera des arrêts de temps en temps. Oui, il faut le lancer. Stop. Voilà, là on s'arrête. Là, on a déjà quelque chose de totalement surprenant dans le cinéma américain des années 30, qui est quand même un cinéma extrêmement formaté. La séquence commence par 3 gros plans. Premier gros plan, c'est le docteur Frankenstein, qui est dans un cadre. Le cadre, on le retrouve, il est là, par la suite. Puis, vous avez ce qu'on va appeler le prétendant, qui lui est dans une dynamique, dans un élan, alors que bien entendu, vous avez le docteur Frankenstein qui est figé, puisque lui, il est bien sûr dans un cadre. Et pas n'importe quel cadre, regardez bien, juste à côté du cadre, vous avez un candélabre, donc on se demande évidemment quelle est la raison de tout ça. On est là dans l'idée du mort, du vivant, du mort-vivant, voilà, là on a une clé, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez un gros plan sur Élisabeth. Et donc, ce qui est annoncé ici, c'est tout simplement, le trio. Ici,
l'arrêter. Dans le film, eh bien, on peut faire une lecture qui est évidemment la lecture concernant toute l'évolution du trio avec le fiancé officiel, la fiancée, dont on pourrait aussi, mais on n'aura pas le temps, étudier la représentation. Je vous rappelle juste une scène quand même hallucinante où à la fin, quand il abandonne sa création, vous avez quand même un plan quand il est dans le canapé du jardin d'hiver où elle est assise exactement de la même façon que le chien. Juste à ses pieds. Je pense que vous vous rappelez de ça. Et quand elle est habillée, rappelez-vous ce qu'on a dit il y a 2 jours, les voilages, etc. La représentation de la femme, quand même, dans le film, c'est hallucinant. N'oubliez pas qu'il l'enferme à un moment donné, à la fin. Bon, voilà, il y a quand même un certain nombre de choses intéressantes aussi à faire. La lecture, là, elle est claire. Il s'agit de développer le trio. Donc lui, il est dans une dynamique parce qu'il vient la voir, mais en fait, il vient la voir d'une certaine manière pour faire sa cour. Alors que elle, bien entendu, elle est complètement terrorisée par ce qui se passe, elle a un pressentiment. Vous avez juste après, évidemment, alors c'était le plan d'avant, mais c'est pas grave, il faut arrêter. Vous avez le plan d'ensemble qui vous montre, bien entendu, l'endroit où on est. Dans un cinéma américain formaté, c'est ce plan-là qu'on aurait eu au départ. Et on n'aurait pas eu les 3 gros plans que Welles a montés. Et ça, c'est une audace de mise en scène assez impressionnante pour l'époque. Ensuite, on va faire défiler la séquence. Stop. Ce que vous allez regarder, c'est le cadrage, en fait. En fait, on va s'apercevoir qu'à chaque fois qu'ils sont tous les deux dans le cadre, et donc, bien sûr, à être 2 dans le cadre, c'est la notion de couple qui s'impose, eh bien, il y a toujours un élément qui va perturber. Ici, c'est quand même très clair, sa présence est au premier plan. On continue. Et regardez bien aussi le travail dans la direction des acteurs, c'est-à-dire que quand elle le regarde dans les yeux, c'est toujours pour lui parler de son fiancé. Et quand elle est à l'écran, seule, bien sûr, elle parle de son fiancé. What can he mean? Perhaps he can tell me more about all this. Victor, you're a dear. You know I'd go to the ends of the earth for you. I shouldn't like that. I'm far too fond of you. I wish you were. Victor. Alors, on s'arrête là. Ensuite, c'est bizarre, j'avais l'impression qu'il y avait quand même la suite qui était montée, mais si vous vous rappelez de la suite, c'est qu'elle part directement vers la porte et on les retrouve, c'est bizarre, ça a sauté, on les retrouve en plan moyen avec une certaine distance, ce qui fait que très vite elle l'écarte quand elle comprend la véritable raison de sa présence ici. Si vous regardez ensuite toute la suite dans le film, vous allez avoir en fait l'histoire qui va se décliner. Quand ils sont chez le professeur, à aucun moment, lorsqu'elle demande au professeur d'intervenir, elle ne va être cadrée avec Victor. Quand elle est cadrée avec une autre personne, c'est avec le docteur, mais jamais avec Victor. Par la suite, quand ils arrivent dans la tour, vous avez un affrontement absolu entre Victor et le docteur, et vous avez un champ contre champ en gros plan, très violent. À la fin, lorsqu'il doit partir pour évidemment retrouver sa création, et là vous avez au contraire un montage où on comprend qu'il lui demande, si jamais il meurt, de s'occuper d'Élisabeth. Autrement dit, il y a dans tout le film tout un travail au niveau de la mise en scène pour montrer l'évolution de la relation du trio. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et au final, sur cette séquence, vous avez une certaine audace, bien sûr, dans la manière de la monter. Vous avez un vrai travail de direction des comédiens et vous avez des cadrages qui montrent bien que le couple, en réalité, n'existe pas. Donc, si on regarde cette séquence, même si elle est très bavarde, seulement on est en 31 et on explique beaucoup. Seulement, n'oubliez pas une chose, j'y reviendrai après, on sort du muet. Et on parle beaucoup parce qu'on veut que les gens comprennent. Il y a ça aussi. Voilà. On me reproche toujours de remettre dans le contexte. Ça, c'est une private joke. Mais il n'y a pas photo ici. Il est clair qu'il faut aussi comprendre que quand ces films sont bavards, c'est aussi parce qu'on a peur de ne pas donner suffisamment d'informations. On va avancer.
Je suis désolé, hein, je suis obligé de faire des grandes ellipses. Alors, on fait une pause ici. Avant d'aborder cette séquence, voilà. 2 mots sur l'adaptation. D'abord, le premier choix qui est quand même assez évident, c'est que contrairement au roman, le film adopte une linéarité absolue. Ce n'est pas du tout le cas du roman. Hein. Dans le roman, vous avez une suite de récits enchâssés, puisque au départ, c'est un explorateur qui, par une correspondance, donc c'est de l'épistolaire, raconte un petit peu sa déception parce qu'il ne réussit pas hein, dans l'aventure qu'il mène. Et puis ensuite, il raconte qu'il a rencontré un personnage qui est en fait le docteur Frankenstein. Et par la suite, le docteur Frankenstein va prendre le relais de la narration. Et à la fin, c'est à nouveau donc Watson, l'explorateur, qui reprend, qui redevient le narrateur. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en 1931 et on sort du muet. Et donc, eh bien, on ne va pas utiliser le flashback dans le cinéma. Ça ne veut pas dire que le flashback n'existe pas, bien sûr que non. Des flashbacks, il y en avait dans le cinéma muet. Griffiths, par exemple, utilise fréquemment le flashback, et Lang, dans ses mémoires, s'octroie le flashback du docteur Caligari. Sauf que, comme on peut mettre des cartons, ces flashbacks sont parfaitement expliqués par un carton qui vous renvoie dans, évidemment, le bond en arrière. À partir du moment où le cinéma devient parlant, on a peur de dérouter le spectateur, puisqu'on n'a plus ces cartons, évidemment, pour expliquer, évidemment, qu'on a changé hein, sur le plan du changement au niveau de la temporalité. Résultat, eh bien, on va abandonner pendant un certain temps le flashback. Et alors, je ne suis pas certain que c'est la raison, mais de toute façon, dans le début des années 30, le flashback disparaît. Alors il va revenir, bien sûr, il revient en force. En France, le premier à faire une tentative en 1935, c'est Renoir, mais c'est un flashback en fait permanent puisque c'est le crime de Monsieur Lange, dans lequel vous avez le crime au départ, et puis ensuite le film va raconter toute l'histoire qui amène au crime. Ce qui fait qu'ensuite, pendant 1h20, on est évidemment dans une réelle chronologie. Mais le chef-d'œuvre du cinéma réaliste français des années 30 avec des flashbacks, c'est Le jour se lève de Marcel Carné, hein, avec Arletty et Jean Gabin, où là vous avez le personnage principal qui est enfermé dans une mansarde en haut d'un immeuble et qui en fait va revoir tous les moments importants de sa vie à partir des objets qui se trouvent dans la pièce. Et puis pour les États-Unis, le film qui remet bien sûr le flashback vraiment comme élément clé de la narration, c'est Citizen Kane. Évidemment, et là aussi on est à la fin des années 30. Donc ça, bien entendu, c'est un choix. Ensuite, quand on parle d'adaptation, moi je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il faut regarder dans une adaptation, et puis il me reste que 30 minutes. Ce qui m'intéresse généralement, c'est 2 choses. Tout ce que le metteur en scène a créé, et deuxième élément, il faut toujours partir du principe que on ne doit jamais sortir une adaptation cinématographique de sa période de réalisation. Si en 1992, Coppola fait une métaphore sur le sida dans Dracula, c'est parce qu'on est en 92. Vous ne la trouvez pas, bien sûr, dans la version de 1931 de Todd Browning. Donc, il y a toujours une influence quand on adapte, et l'influence, c'est la période dans laquelle on fait cette adaptation. Alors, il y a 2 choses très importantes, bien sûr. Il y a un personnage qui est totalement créé, c'est Fritz. Fritz, c'est l'autre monstre hein, du film. Hein, vous le voyez dès le début. D'ailleurs, il est en gros plan dans le premier plan du film. On voit même qu'il a des cicatrices, etc. D'une certaine manière, pourquoi il se comporte comme ça dans le film? Parce qu'il est un peu jaloux. Hein. Alors, évidemment, c'est le serviteur dévoué. Il est bossu, il est monstrueux. C'est évidemment, il est de toute façon généralement humilié hein, par le docteur qui l'insulte, qui lui dit « t'es un idiot, t'es un imbécile », etc. Seulement, il en a besoin, le docteur, puisque, évidemment, c'est l'homme des basses besognes. Hein. C'est le charognard qui va, évidemment, l'aider pour déterrer les corps. C'est celui qui va, évidemment, aller chercher le cerveau, en faisant, évidemment, une erreur. Et puis, c'est un élément clé, parce que c'est en partie, d'une certaine manière, par jalousie, hein, qu'il va, évidemment, effrayer la créature, l'exciter, et il va, évidemment, être pendu à la fin. Mais évidemment, ce qui est le plus important ici, et vu le temps qui me reste, c'est bien sûr la créature. Alors,
le problème qui se pose dans le cinéma fantastique, c'est toujours le même, c'est la notion de champ et de hors-champ. Alors, je ne peux pas vous faire une histoire du champ et du hors-champ dans le cinéma fantastique, mais il faut se dire une chose, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire du cinéma fantastique, plus on avance, plus le hors-champ domine. Je donne 2 exemples frappants dans les années 70. Le premier, c'est bien sûr Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Le principe pour Spielberg, bien sûr, c'est de retarder au maximum le moment où on verra le requin. Alors on sait, quand on s'est intéressé un peu au film, que de toute façon, il n'a pas le choix. Donc est-ce qu'il a eu l'idée? Mais en fait, Spielberg déteste la création qui a été faite. Il ne la trouve pas cinématographique. Et donc il veut retarder le moment de la montrer parce qu'il pense que ça ne fonctionnera pas. Résultat, qu'est-ce qu'on voit du requin? Des éléments métonymiques. Un aileron par-ci, un aileron par-là, ou alors ce qu'on voit, c'est bien sûr les résultats du côté omnivore du squale, alors une jambe par-ci, un œil par-là, etc. Mais on ne verra véritablement que dans la dernière partie du film, le requin. L'autre exemple parfait, c'est Alien de Ridley Scott, 1979, où là, vous ne verrez la créature qu'au dernier plan du film. Quand je dis vous ne la verrez, c'est-à-dire qu'en entier. Tout le reste du film ne la montre que de manière métonymique. Et tout le suspense, évidemment, fonctionne là-dessus. Je vous renvoie à un très bon bouquin de Jean-Baptiste Thioret qui a fait toute une analyse comme ça de l'histoire du cinéma fantastique en travaillant notamment sur l'évolution du champ et du hors-champ. Seulement, nous sommes en 1931 et Wells sait très bien qu'il ne peut pas faire l'économie de la créature du docteur Frankenstein. En 1931, les gens veulent voir. Suggérer, ce n'est évidemment pas suffisant. Alors, bien entendu, il va quand même faire des petits effets de frustration. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a un moment, c'est quand il soulève le linge qui est sur le visage, derrière il est bandé. Ce qui fait qu'on pense voir quelque chose et puis finalement on ne verra rien. Ensuite, on voit une main. Voilà, il va jouer lui aussi avec des parties du corps, mais quand même très rapidement, on verra le monstre. Alors, j'ai toujours du mal à parler de monstres, etc., mais vous allez comprendre pourquoi dans la suite. Bien sûr, il y a le choix du comédien. On sait que Bela Lugosi a refusé. En réalité, d'après ce que je sais, ça vient d'un de mes profs à l'université avec qui je faisais des études fantastiques et de péplum, qui s'appelle Claude Aziza. Wells avait repéré Karloff à la cantine de l'Universal. C'est-à-dire quand on lui propose le film, il dit « mais je sais qui va jouer la création du docteur Frankenstein ». Il a repéré Boris Karloff. Boris Karloff, il a déjà fait 50 ou 60 films à l'époque. Mais bien sûr, c'est un personnage c'est un acteur inconnu. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait pourquoi il y avait le point d'interrogation sur le générique de début, alors qu'au générique de fin, il y a bien évidemment écrit Boris Karloff. Sur le principe, il y a peu de chances pour que le public sache qui est Boris Karloff. Mais il faut mettre toutes les chances de son côté pour, évidemment, que le public ne puisse pas se représenter, évidemment, la création. Donc, on met un point d'interrogation, comme ça on ne sait même pas quel est l'acteur qui l'incarne. Alors, tout le travail va être évidemment entre Wells et celui qui va faire le maquillage. Voilà, donc vous voyez Karloff, bien sûr. Karloff, on en parlait aussi avec quelqu'un tout à l'heure, qui est pas du tout, qui a un nom d'origine un peu russe, mais en réalité il est anglais. Et voilà le résultat final. Alors c'est Jack Pierce qui a fait tout le travail de création. Donc Jack, ça devrait apparaître normalement. Donc il y a plusieurs heures de maquillage. Alors il y a eu plusieurs évidemment choix. Alors tous les choix, bien sûr, sont faits sous la direction de Wells, qui maîtrise et contrôle son film de bout en bout. Le costume, je vous l'ai dit, il fait, je crois, entre 20 et 30 kilos. Donc, évidemment, ça alourdit et ça va jouer sur le déplacement du personnage. Ensuite, vous avez un choix, ça va être de le boulonner, de mettre des boulons dans le cou. On va travailler sur le côté carré. Pourquoi le côté carré? Eh bien, l'idée de Wells, c'était que si la tête est carrée, on comprend qu'il puisse mettre le cerveau, parce que, après tout, c'est pas un scientifique, c'est pas un chirurgien, et donc si c'est carré, ça va rentrer tout seul.
Voilà. Et donc, à partir de tout ça, évidemment, il va créer le personnage. Il doit y avoir une planche sur les corps et les yeux. Et ensuite, le reste, ça va être le travail, bien sûr, de Boris Karloff. Alors, en fait, on dit toujours que dans le cinéma fantastique, on s'arrête là, il y a deux types de comédiens. Il y a les comédiens qui jouent avec les yeux et les comédiens qui jouent avec le corps. Alors, deux comédiens qui jouent avec les yeux, eh bien, Bela Lugosi, dans Dracula, bien entendu, et dans d'autres films de Bela Lugosi, vous verrez que c'est toujours le visage et les yeux qui sont utilisés. Et puis, alors, je ne sais pas si vous reconnaissez le personnage qui est à côté, c'est Peter Cushing qui, lui, incarnera le docteur Frankenstein dans les adaptations de la Hammer. Et voilà, dernière fois où j'ai vu Peter Cushing jouer avec ses yeux, c'est dans La Guerre des Étoiles, puisque dans La Guerre des Étoiles, Peter Cushing, c'est le commandant de l'Étoile Noire. Et on utilise, et Lucas utilise son regard comme ça, perçant. Et puis, il y a, dans le cinéma fantastique, ceux qui utilisent le corps. Alors, je vous en ai mis 3 exemples qui me semblent assez évidents. Bien sûr, Nosferatu, dans le film de Murnau. Boris Karloff. Alors, Karloff, bon, bien sûr, dans le film, il y a aussi des gros plans du visage, mais il va essentiellement jouer aussi avec son corps, et pour une raison très simple. Et là encore, c'est l'année qui nous donne la clé, c'est que Karloff est un acteur du muet. La plupart des films, il les a fait dans le muet. Et il va se servir, tout simplement, d'une certaine manière, de ce qu'il faisait dans le cinéma muet, donc plus décomposer les mouvements, et ça va donner l'aspect fantastique du personnage. Et puis, alors, l'acteur qui joue avec son corps par excellence, c'est bien sûr Johnny Depp. Et là, je n'ai pas choisi n'importe lequel, puisque Édouard aux mains d'argent, c'est une relecture de Frankenstein, absolument. Donc, ici, c'est une évidence. Alors, on arrive à la séquence avec la petite fille. Pourquoi est-ce que je tiens absolument à vous parler de cette séquence? D'abord, je vous le dis, ensuite on l'analyse. Elle n'est pas dans la version de 1931. Elle est censurée. Elle n'a été rétablie dans le film qu'en 1980. Alors ça, c'est classique, on n'a pas encore le code ACE, ça ne veut pas dire que le cinéma n'est pas censuré. Je vous rappelle qu'en 1931, en France, l'âge d'or de Louise Buñuel est interdit de distribution pour atteinte, pour image dégradante du clergé. Et c'est Jacques Lang, en 1981, quand il est ministre de la Culture, qui lève l'interdiction. Voilà, donc ça, vous voyez, on est exactement dans les mêmes principes. Donc on la regarde, et puis ensuite on va voir que ça pose évidemment un problème de lecture du film, le fait que cette séquence soit dans le film ou hors du film. Alors on commence, on y va plan par plan, on revient un petit peu, non tant pis, c'est pas grave si on peut pas aller en arrière. On commence par un plan, on l'arrête là parce que... Un plan où on voit la création du docteur Frankenstein, le docteur Frankenstein qui à ce moment du film roucoule avec Elisabeth, et c'est la première fois qu'on la revoit depuis qu'elle s'est évadée de la tour. Et on la revoit cette fois-ci en pleine lumière, car là c'est la séquence la plus lumineuse du film. Et puis le plan suivant, qui est un plan cut. Et d'une certaine manière, il n'y a pas forcément de lien absolu, mais il est clair que, étant donné ce que l'on voit ici et ce que l'on a vu avant, par principe de l'effet Kuleshov, il est clair que le spectateur va immédiatement s'angoisser. Il s'angoisse parce que, naturellement, il fait le lien et il se dit, là, le monstre, allez, on va dire, va débarquer dans le champ, c'est inévitable. Vous êtes là dans ce qu'on appelle la focalisation spectatorielle. D'ailleurs, le film fonctionne essentiellement là-dessus. Ce qu'on appelle la focalisation spectatorielle au cinéma, c'est l'avance cognitive du spectateur sur le personnage. Donc, on arrive dans l'image du bonheur absolu. Alors, regardez-moi ça. Vous avez le père, on vit au bord de l'eau, il y a un lac, il y a les montagnes. Alors, on retrouve la nature qui est très présente dans le roman de Marie Shelley. Une petite fille, un petit chat. Vraiment, tout va bien. On y va. Village and have a grand time, huh? Si, on peut avancer là. Parce que... Won't be long then. Oh, no, no. Hans goes by, tell him I'll be back. Sauf que voilà, on va le laisser continuer, je vais parler dessus. Daddy, won't you stay and play with me a Voilà, little while? elle est magnifique. Elle est... You stay and play with the kitty, huh? Le père la quitte, et c'est donc une raison supplémentaire, évidemment, de s'inquiéter. Il abandonne lui aussi son enfant, d'une manière, comme d'une certaine manière, le docteur Frankenstein a abandonné sa création. Et évidemment, cette petite se retrouve toute seule au bord du lac, isolée. Et là,
stop, vous avez un magnifique travelling, panoramique, pardon, qui va aller de la droite vers la gauche, et naturellement, le temps de ce panoramique, on sait très bien que si on quitte la petite fille et que d'un seul coup, on va chercher quelque chose dans les feuillages, eh bien, il est clair que le spectateur identifie évidemment directement la raison de ce mouvement de caméra. On va chercher, bien sûr, le monstre. À partir de là, le spectateur peut, évidemment, par sa propre subjectivité, tout imaginer. On y va. Évidemment, du fait de la lumière, ici on n'est plus dans le caligarisme et son visage est totalement éclairé. Alors regardez ce qui se passe. Bien sûr, l'aspect gigantesque. Dans un premier temps, on va s'arrêter là. Dans un premier temps, on voit la surprise, un peu la stupeur de la petite, évidemment, qui est surprise mais pas effrayée. On continue. Et là, regardez bien, stop, vous avez un vrai, un champ contre champ. Alors, légèrement décalé, mais on comprend parfaitement qu'il y a un système de focalisation qui fait que chacun se regarde. On continue. Et la petite fille fait le premier geste. Elle l'emmène avec lui. Would you like one of my flowers? Et dans toute cette séquence, vous allez avoir toute une palette d'émotions sur le visage de, bien sûr, la création du docteur. Et à partir de là, que va-t-il faire? Eh bien, par mimétisme, il va reproduire tout ce que fait la petite fille. Autrement dit, il est dans un processus d'apprentissage. See how mine floats? Ce qui est d'abord tout à fait raccord avec le roman, puisque dans le roman, la créature du docteur Frankenstein s'est parlé parce qu'elle a regardé, elle a écouté pendant des mois un ermite et sa fille qui parlent. Et c'est comme ça qu'elle a appris, bien sûr, le langage. Seulement voilà, là, eh bien, il ne sait plus quoi faire, il n'a plus rien acheté. Qu'est-ce qu'il fait, bien sûr? Eh bien, il jette la petite fille. Stop. Alors, bien sûr, ça sert ici la masse de Boris Karloff pour occulter la noyade de la petite fille, mais quoi qu'il en soit, pour évidemment le cinéma américain des années 30, c'est insupportable. C'est la raison pour laquelle la séquence va être censurée. Et donc on ne verra pas, en 1931, cette séquence lorsque le film va être projeté. On continue. Et là, c'est la panique, bien entendu. On va s'arrêter. Alors, pourquoi est-ce que cette séquence est très importante? Eh bien, évidemment, parce que la lecture est différente. À partir de là, quand on a cette séquence et quand on ne l'a pas, tout change. Avec cette séquence, on comprend bien que si le docteur Frankenstein avait joué le rôle, s'il avait appris, s'il avait éduqué, et on parlait ce matin de l'enfant sauvage, et vous avez le lien, sa création, eh bien, clairement, on n'aurait pas eu, bien sûr, la noyade. C'est-à-dire que cette créature n'attend qu'une chose, qu'on lui apprenne. Or, alors, il y a un effet pervers dans la traduction. À un moment donné, quand il voit qu'il réagit, il dit, à l'écran, vous avez « il est vivant, il est vivant ». En réalité, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « it's alive ». C'est vivant. Ce n'est pas la même chose. À partir du moment où il dit « c'est vivant », c'est que justement, il considère que c'est une chose, mais en tous les cas, il ne reconnaît aucune humanité à ce qu'il a créé. Et l'égoïsme, bien sûr, du docteur va faire qu'il va abandonner sa créature. Résultat, ici, eh bien, la mort de la petite fille, évidemment, est due à un manque d'éducation. Et ce qui est important, c'est que la petite fille, elle, n'a pas rejeté le monstre. Dans un premier temps, elle a eu une certaine stupeur, mais ensuite, elle l'a accueilli et elle a accepté sa différence. Alors là, moi, je vais aller un peu plus loin, je vais vous faire une
je vais ajouter quelque chose, mais qui me semble évident. En fait, James Whale est un homosexuel militant en 1930 dans un cinéma hollywoodien où règne une omerta absolue. D'une certaine manière, ce qu'on vous a dit il y a 2 jours sur la représentation dans la comédie musicale appuie ce que je vais dire maintenant. Whale, il est plus que militant, il vit ouvertement avec un producteur de cinéma d'une firme concurrente, puisque c'est la Metro-Goldwyn. Ce producteur, c'est pas n'importe qui, c'est le producteur du roman de Marguerite Gauthier avec Greta Garbo. Ouais, comme ça. Et c'est aussi le producteur de plusieurs films avec, Elizabeth Taylor et Montgomery Clift. À partir de là, on peut parfaitement penser qu'en créant cette séquence, Whale fait tout un discours sur l'acceptation de la différence. Parce que, à Hollywood, il est l'objet, bien sûr, d'inimitiés et il fait l'objet de remarques homophobes tout à fait réelles. Parce qu'il affiche, évidemment, ce que le cinéma hollywoodien, évidemment, refuse, évidemment, d'accepter. Donc, il y a cette lecture qui est tout à fait possible de cette séquence. Alors, ce n'était pas la raison de la censure, bien évidemment. La raison de la censure, c'est bien sûr le meurtre de la petite fille. Mais vous voyez qu'il y a une lecture là intéressante, et évidemment, supprimer la séquence, non seulement ça retire cette lecture, mais en plus ensuite, ça veut dire que quand on regarde le film sans la séquence, eh bien, ça veut dire qu'il y a effectivement des bons cerveaux et des mauvais cerveaux. Rappelez-vous, évidemment, ce que dit le professeur. Mais je ne peux pas développer parce qu'il me reste 10 minutes, c'est bien ça. Donc, je vais être obligé de dire 2 mots sur les différentes adaptations. Et pour terminer, on va caler. Je vais vous montrer 2 extraits qui sont liés à celui-ci d'un film dont on vous a parlé ce matin, c'est Frankenstein Junior. Alors, j'aurais pu, bien sûr, si j'avais beaucoup de temps, vous parler de toutes les adaptations qui, par la suite, ont été faites de Frankenstein. Alors, il y en a beaucoup. Wells lui-même fait un chef-d'œuvre. 4 ans plus tard, c'est la fiancée de Frankenstein. Là, on vous l'a dit ce matin, et on peut travailler dessus, c'est pour moi le meilleur film de Wells. Et bien sûr, bien meilleur que celui que vous avez vu jeudi. Ensuite, Frankenstein va être récupéré, le mythe de Frankenstein va être récupéré par la Hammer. Vous savez, la Hammer, c'est cette société anglaise, cette maison de production, qui dans les années 50-60 a fait tout un tas de films en utilisant 2 mythes, Dracula et Frankenstein. Alors, Frankenstein, eh bien, c'est toujours évidemment, ils ont toujours été faits par le metteur en scène, on va dire, le plus grand metteur en scène de la Hammer, c'est Terence Fisher, et c'est Peter Cushing, qu'on a vu tout à l'heure, avec son regard, qui joue le docteur Frankenstein. Alors la Hammer, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les principes, c'est des couleurs flamboyantes et beaucoup d'érotisme. Et à partir de là, on vous fait toute une série de films, alors avec des titres improbables, Frankenstein s'est échappé, Frankenstein est le mort-vivant, enfin, ce genre de choses. La Hammer, pour vous donner une référence, c'est la Hammer aussi qui a produit tous les Dracula avec Christopher Lee, dans lesquels Peter Cushing, lui, joue le docteur Van Helsing. Ensuite, et ça c'est assez surprenant, vous avez le cinéma underground qui s'est bizarrement emparé du mythe de Frankenstein, et vous avez donc Paul Morisset, qui est évidemment qui a beaucoup travaillé avec Andy Warhol, qui a fait un film qui s'appelle La chair pour Frankenstein, avec dans le rôle principal, bien sûr, l'acteur vedette d'Andy Warhol, qui est Joe D'Alessandro. Et donc ça, c'est un film de 1973. Toujours dans les années 70, vous avez évidemment la comédie musicale qui s'empare de Frankenstein, et c'est le Rocky Horror Picture Show, bien entendu. Et là, si vous l'avez montré un extrait quand même de ce film, plus sérieusement, entre guillemets, en 1994, on a une adaptation de Frankenstein qui est signée Kenneth Branagh, le grand acteur shakespearien. Et là, en revanche, c'est une adaptation fidèle au roman de Mary Shelley. C'est Robert De Niro qui joue la création du docteur Frankenstein. Et là, vraiment, vous avez une œuvre, mais vraiment fidèle. Ça n'a rien à voir avec James Whale. Et puis, petite surprise, eh bien, je vous annonce pour octobre 2014 un nouveau Frankenstein qui va être réalisé par un réalisateur de télévision, de séries télévisées. C'est celui qui fait les séries qui s'appellent Sherlock.
Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent Sherlock, une série télé sûrement américaine. Et donc c'est le réalisateur qui a été choisi. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qu'il y a déjà prévu comme distribution, il y a le rôle de Fritz. Or Fritz, bien sûr, c'est une création de Gemwell. C'est pas une création c'est pas dans le roman. Autrement dit, on peut déjà dire, Fritz sera interprété par Daniel Radcliffe, Harry Potter. Donc on peut déjà se dire que ce ne sera sûrement pas une nouvelle adaptation du roman, mais plutôt un remake du film. Alors ça, c'est un classique, hein, c'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on fait une nouvelle adaptation d'un roman qui a déjà été adapté au cinéma, parfois, en fait, on adapte les adaptations. Exemple absolu, c'est Les Misérables. Quand vous regardez la version des Misérables de 1950 avec Jean Gabin, c'est Claude Autant-Lara hein, qui est le réalisateur, Jean Gabin, Bourvil et Bernard Blier dans le trio. En réalité, toute une partie du film est dans le film de Raymond Bernard, qui est la très belle adaptation de 1933, et absolument pas dans le roman de Victor Hugo. Alors, il y a un lien, hein, tout simplement, c'est que Claude Autant-Lara était assistant de Raymond Bernard sur la version de 1933, par exemple. Voilà, alors, pour terminer, puisque j'avais promis à Xavier que je ne déborderai pas, de l'humour, il y a une parodie. Et là, évidemment, moi, je vous conseille de l'utiliser. Alors, j'ai choisi 2 extraits. Un extrait complètement lié au film, c'est l'épisode de la petite fille. Et juste après, puisqu'il s'enchaîne, un extrait qui est, lui, lié au roman. Et vous allez voir ce que ça donne. I love my pretty little flower. Oh, I love my flower. When monsters is loose, boards must be tight. C'est drôle, hein. Tout le film est comme ça. Et voilà, celle-là, c'est la deuxième. Alors cette fois-ci, c'est lié au roman, puisque dans le roman, je vous l'ai dit, il apprend hein, en épiant une famille, et donc là, il débarque chez un ermite aveugle. Et vous allez voir que tout s'inverse, c'est-à-dire que c'est la créature du docteur Frankenstein qui va être martyrisée, torturée, terrorisée. You see? Yeah. Do you have your cigar? Let me see. Let me see. All right. Now. Just hold it like that. Now. Don't inhale until the tip glows. Voilà, bon, c'était pour finir sur une touche d'humour, parce que bon, ça me paraît quand même essentiel à montrer aux élèves, parce que et tout le film est comme ça. Hein, donc voilà, Mel Brooks, quand il est inspiré, ça donne quand même des choses vraiment très très drôles. Et donc voilà, ici, il reprend tous les éléments, et bien sûr, ça devient hein, une série permanente pendant 1h30 de gags. Voilà, bah écoutez, j'avais dit, il est 27. Bonne continuation.